souvent comme ça séquelles de tuberculose sévère qu'on voit beaucoup moins maintenant, heureusement pour les patients, parce qu'il y a de vraies rétractions thoraciques et une vraie perte de pouvoir d'hématose de poumon qui reste. Les calcifications, elles peuvent être plus comme du papier froissé, là, toujours dans un cadre post-calculeux. Voilà. Après les plaques, je vais vous parler un peu des pneumothorax. Le pneumothorax, vous voyez les flèches qui vous démontrent la limite du pneumothorax, à droite et à gauche. Là, c'est autre chose que le pneumothorax, il est important. Il y a un déplacement médiastinal qui caractérise le pneumothorax compressif. Il ne faut pas faire de cliché d'expiration d'une part sur le pneumothorax compressif et d'autre part sur les petits pneumothorax, notamment les petits pneumothorax apicaux. Ça irradie les patients et ça n'augmente pas la visibilité de ces pneumothorax, contrairement à ce qu'on se colporte de génération en génération. Je vous montrerai comment on peut faire quand on ne voit pas le pneumothorax de face. Sur un petit pneumothorax, le profil sert à rien. On ne le voit pas ni en haut, ni devant, ni derrière. Là, oui, on voit l'approfondissement du récessus pleural antérieur. Je reviens en arrière. Donc là où il y a les flèches, là où vont apparaître les flèches, là vous avez l'approfondissement du récessus pleural antérieur gauche et la meilleure visibilité de la partie basse du ventricule gauche. C'est un bon signe. C'est sûr que le pneumothorax est mieux visible au scanner, d'autant que là, on risque, si on est un peu fatigué, de croire que ça c'est le pneumothorax, pas du tout, c'est l'omoplate qui se projette chez un patient qui lui est fatigué et qui a pas relevé les bras pendant qu'on lui faisait le cliché. Donc, ne pas faire de cliché en expiration chez ce patient aussi, de toute façon, pour savoir si c'est que des bulles, s'il y a des bulles avec un pneumothorax ou un pneumothorax cloisonné. Donc là, si on n'a pas le scanner, on est mal, parce que là, c'est le pneumothorax, là, c'est le pneumothorax probablement intra-cerebral sur une plèvre pathologique déjà cloisonnée, et là, on peut se demander si c'est le pneumothorax ou si c'est le début. Le truc là, c'est qu'il ne faut surtout pas y faire quelque chose, pas le drainer, parce que sinon il ne viendra jamais et on a fistule pleurale pratiquement tout de suite. Franchement, gazeux de la plaie au pneumothorax, là c'est difficile. C'est difficile parce que franchement, on voit, même avec un peu de mauvaise foi, on ne voit pas bien. Donc ce qui est intéressant, c'est que les flèches, la petite flèche vous montre les limites pleurales antérieures décollées chez un patient qui est couché. Vous avez le pneumothorax qui est tout le long là où il y a l'étoile, presque de haut en bas en rétrosternal. Et vous avez la flèche, la petite flèche qui vous montre que le pneumothorax il est droit si vous n'avez pas la clinique, parce que vous avez l'embranchement de la petite scissure, la scissure horizontale qui part de là et qui fait cette indentation. Le scanner, bien sûr, est facile. Alors, le pneumothorax, c'est de l'air appelé de pleuraux. C'est un liseré fin irrégulier et les jeunes internes font régulièrement l'erreur de vous raconter que c'est un pneumothorax alors que ce n'est pas un liseré qu'ils voient, c'est une bande. Donc c'est un liseré. Le pneumothorax répond à la dynamique des fluides, c'est-à-dire que l'air va en haut, quelle que soit la position du patient. Je parle pour une plèvre qui n'est pas abîmée avant. La difficulté, c'est le petit pneumothorax en décubitus de face, ce qui est le lot des patients qui sont déblessés, qui ont la fracture du cotyle, le tibia ouvert, ou les choses comme ça, c'est la vie quotidienne. Et il faut avoir la puce à l'oreille pour le dépister utilement. Le scanner, ça aide bien, beaucoup. Et en fait, il faut se rappeler de la thérapeutique du pneumothorax compressif. Une minute, s'il vous plaît. Bon, mais je ne peux pas finir. Alors, il y a plein d'études
Pacemaker, qui sont mal passés, et l'histiocytose langerhansienne. Pour les feuillets pleuraux, je voulais vous dire que l'espace pleural est limité par les feuillets, enfin non, pardon, il limite les feuillets. Au bord, il y a les cellules mésothéliales qui sont pleines de pilosité, qui permettent des échanges avec l'espace pleural. Dans les couches, il faut retenir d'une part la vascularisation qui, pour la plèvre viscérale, est essentiellement une vascularisation systémique. Pour la plèvre pariétale, il y a les deux, il y a la fois systémique et pulmonaire. Ça a un intérêt d'explication d'un certain nombre de mécanismes d'épanchement pleuro-liquidien. Et il y a surtout qu'il y a un port lymphatique qui se situe entre l'espace pleural et la couche fibroélastique profonde qui permet d'évacuer le liquide pleural qui est sécrété tout au long de la journée. En position debout, l'épanchement pleural, vous connaissez, c'est une ligne courbe qui ne remonte pas dans la fissure. En position couchée, le même patient, c'est pas au même endroit que vous le cherchez. Si vous mettez le cliché à 90 degrés, vous voyez que là aussi, la plèvre, l'épanchement, répond à la dynamique des fluides, le liquide allant dans les zones d'équilibre. Influence la quantité du liquide, car il y en a un peu, moyennement, il décolle l'apex. Quand il est plus important, il va décrocher la région latérale. Quelquefois, l'épanchement se met dans les scissures. Il y a un épanchement ici intercessoral droit et dans la fissure verticale. Donc là, on voit les deux, c'est pas du tout comme ça. Mais ça pose quelquefois, quand ils sont moins gros, le diagnostic d'une opacité qui est un peu en alerte. Pour l'épanchement liquidien de la plèvre, il y a un épanchement entre les deux feuillets pleuraux qui peut être n'importe quelle composante, pleurésie, hémothorax, ampienne, chimothorax. Le liquide est déclive sauf si c'est cloisonné. Le cloisonnement se voit mieux en échographie qu'au scanner. Par contre, intracisural, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile à voir, pas possible à voir en échographie par rapport au scanner. Et la nature d'un exsudat ou d'un transsudat, ce n'est pas une question radiologique, c'est une question de biologiste. Une réponse de biologiste. Je voudrais vous faire remarquer aussi ce cliché à droite. De face, on n'est pas tellement alerté, peut-être un petit peu le récessus inférieur à droite, mais vous voyez que de profil, il y a deux bandes, une qui dépend du côté gauche et l'autre qui dépend du côté droit. Ce patient il avait une pneumopathie du lobe moyen que vous voyez, et il avait en plus un épanchement pleural bilatéral. Alors un scanner, c'est plus facile aussi. Là, c'est un épanchement pleural, il est en arrière, même du foie, dans les parties basses, et de la rate. Ça ne peut pas être un épanchement extra-hépatique, mais autour du foie, parce que à cet endroit-là, du côté droit, le péritone est accolé. Quand on a une ascite, un épanchement autre de l'abdomen, vous voyez que c'est en avant et que c'est latéral. Et quand il y a les deux, à la fois en avant et en arrière et latéralement. Attention, tout n'est pas pleural. Ici, vous avez cette opacité, la flèche normalement, hop, qui a des angles de raccordement particuliers qui font que c'est bien quelque chose qui est extrapleural. Si on prend la densité, on voit que c'est graisseux. Et là, c'est un diagnostic de lipome extrapleural par le scanner. Sur la radio, on fait le diagnostic de lésion plutôt extrapleurale. Ça, c'est un accident de cathéter d'hémodialyse. Alors, il y a une grosse opacité, elle est homogène, le poumon est tassé, mais il y a une limite inférieure qui est concave vers le haut, et donc, c'est pas un intrapleural, c'est extrapleural. Quand l'épanchement il est mixte, liquidien et gazeux, quelle que soit la raison, on s'attend, quand le rayon est horizontal, et c'est une grande aide pour dire qu'il y a un épanchement mixte, à ce que ce soit un niveau hydroaérique. C'est ce qui est le cas là. Ici, on s'est des données de la scapula, mais on a ce liseré clair qui sépare du poumon de l'air. Donc là, on a vu qu'il y avait le pneumothorax.
Et en bas, c'est opaque comme un épanchement pleural liquide. On fait pareil du côté. L'épanchement là du pleural gazeux il est plus important et il se voit en arrière et un peu en avant. Quand on a le patient, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il ne peut pas s'asseoir ou pas se coucher, enfin pardon, pas se lever, on peut avoir un pli de peau comme là à gauche sur la flèche, on se dédouane de l'omoplate et vous voyez qu'on retrouve décollement pleural avec le liseré clair et en bas on a l'épanchement liquide. Le niveau hydroaérique on ne l'obtient que lorsqu'on a le rayon tangentiel horizontal, c'est-à-dire le profil couché rayon horizontal, le patient couché sur le dos, puisqu'en fait il ne peut pas bouger, on ne peut pas faire plus. Donc ça c'est la traduction au scanner, l'air, le liquide, l'air en haut, le liquide en bas, et le niveau hydroaérique sur la coupe ad hoc qui montre l'interface hydroaérique, enfin fluo-liquidienne. Le liquide, en résumé, que ce soit du liquide ou du gaz, il y a une dynamique des fluides. L'air qui décolle d'abord en bas du poumon en position couchée, en arrière du sternum, et il remonte un peu vers la profondeur jusqu'en haut, tandis que le liquide, il commence dans la partie toute postérieure et il remonte vers l'apex avant de décoller, quand il est vraiment volumineux, de décoller la paroi latérale de la plaie. Autre application des signes élémentaires, ici c'est une poche pleurale calcifiée avec du gaz, c'est une surinfection à staphylocoque, c'est l'infection de poche la plus fréquente le staphylocoque. Enfin on peut trouver plein de choses autres. L'air est toujours pathologique dans les vieilles poches calcifiées. Si on continue sur les infections et les parasitoses, l'empyème pleural, comme ici, et là, il a 3 stades. Un stade exudatif dans lequel la plèvre congestive et elle s'épaissit, le liquide reste clair quand on le fonctionne. Et il y a un stade plus tardif au bout d'une semaine, ça dure à peu près 3 semaines, il y a de la fibrine qui s'installe entre les deux feuillets et ça crée le liquide est purulent. Et il y a des cloisons et des adhérences. Il y a un stade d'enquistement qui est entre le 18e et le 25e jour. Alors bien sûr, l'évolution peut être torpide, le malade à l'entrée a de plus en plus mal, mais l'échographie, là, fait un diagnostic est très important pour le diagnostic. Ceci dit, les empyèmes de la plèvre, on en voit quand même, heureusement, pas très souvent, mais il ne faut pas les rater. Un scanner, c'est facile, et ça démontre bien le passage là qu'il y a qui refoule quand même l'œsophage de l'autre côté, qui serait difficile à accéder quand même en échographie. Là, je ne vais pas vous faire une longue histoire sur le kyste hydatique corrompu de la plèvre, parce que vous pourriez m'en expliquer beaucoup plus que ce que je vais vous dire. Là, c'est un cas d'Antoine Galil qui a eu un patient qui avait ces anomalies où on voit le kyste hydatique, on voyait le kyste hydatique qui était rompu dans la plèvre. Ici, c'est un autre cas où c'est une récidive d'un kyste hydatique qui était hydatique et qui a fui, qui s'est rompu dans le rétropéritoine, et vous voyez qu'il a traversé aussi l'espace, la plèvre et l'espace intercostal. Pleural, on déroule le pathos. Alors là, c'est bien particulier, vous vous rappelez la session azygose, j'ai remis le truc là-haut. Là, on a eu ça au club thorax, je crois qu'on n'avait pas trouvé, hein, parce qu'en fait, on aurait pu trouver tumeur fibreuse. Par contre, l'endroit, c'était beaucoup plus difficile, parce que là, à l'intervention, si je me souviens bien, ils avaient trouvé que c'était dans le ligament triangulaire. Alors, c'était la scissure azygose. Scissure azygose dans le méso, c'est dans le méso. C'était le diagnostic, il n'avait pas été proposé pour ça. Ces tumeurs fibreuses, elles sont à partir de fibroblastes du tissu mésothélial et pas à partir de cellules mésothéliales. Il n'y a pas de facteur épidémiologique connu.
Il peut y avoir des syndromes paranéoplasiques d'hypoglycémie réfractaire et d'ostéopathie. Je finis. Le kyste bronchogénique, c'est rarissime, c'est parce qu'au-dessous de lui, la topographie, elle donne le valomètre avec des diastèmes de poumons. On va passer sur les tumeurs primitives de la plaie. Je suis désolée, il faut m'excuser d'avoir été si long. Les tumeurs malignes pleurales, c'est une valeur de l'IRM avec la diffusion et le retard d'acquisition, enfin acquérir avec un peu de retard. Il y a des tumeurs secondaires. Et donc en fait la plaie est impliquée dans de nombreuses pathologies. On ne sait pas si c'est pour les néphras, c'est pas tout. Pour une pléopathie sévère, à qui on fait une écho, ils développent un épanchement parfois très rapidement et on fait des échographies quasiment tous les jours pour surveiller une échographie plutôt que de les irradier. Un coup d'écho pour surveiller s'il n'y a pas un épanchement qui arrive très vite. Ça, c'est une indication. Donc la BPCO est une cause majeure de morbidité et mortalité dans le monde. 3 millions de décès par an. Actuellement, elle est classée au 4e rang parmi les causes de décès et elle est prévue d'ici 2 ans pour le 3e rang. Donc c'est un défi important pour la santé publique. Et la TS et le GOT ces dernières années ont été très riches en actualités. Ces actualités ont porté d'abord sur la définition. Donc pour le GOL 2016, la BPCO était classée comme une maladie commune, traitable et traitable, et qui est caractérisée par une limitation des débits aériens qui est progressive, associée à une réponse inflammatoire chronique, les voies aériennes et du parenchyme pulmonaire, et ça secondaire à des particules ou des gaz. La nouveauté en 2017, c'est l'apparition des symptômes respiratoires chroniques dans la définition et la disparition du mot réponse inflammatoire chronique. Donc on peut dire que la définition a été révisée pour inclure l'impact des symptômes et le rôle des tissus pulmonaires et des voies aériennes dans la pathologie. Mais si on continue la lecture dans le GOT, on trouve toujours ce mot d'inflammation chronique qui est responsable de toutes ces anomalies structurales et des limitations des voies aériennes et qui vont aboutir à une diminution des capacités des voies aériennes à rester couvertes durant l'expiration. Donc, à vrai dire, l'inflammation chronique, le rôle de l'inflammation chronique, elle existe toujours. Donc, pour les facteurs de risque, on sait depuis toujours que le tabagisme est le principal facteur de risque. Donc, c'est une cause majeure de la maladie, de 80%, quel que soit le type du tabac. Mais il n'y a pas que le tabagisme, il y a des facteurs génétiques, il y a l'exposition environnementale, le tabagisme passif, et il y a aussi, on parle des rôles des déterminants in utero, notamment le déficit en vitamine A chez la femme enceinte et l'absence de supplémentation de bêta-méthazone chez le nouveau-né aux légères prématurées. Et il y a une notion qui est de plus en plus émergente, c'est le rôle des infections respiratoires chroniques, des rôles des infections respiratoires chez les enfants en bas âge, comme un facteur prédictif de la maladie. Donc cette étude avec ces différents groupes, elle illustre bien les trajectoires de fonction pulmonaire, donc comme origine. Donc on voit bien que la BPCO, elle n'est pas secondaire qu'à des déclins rapides des fonctions respiratoires normales. Il y a des fonctions respiratoires à la base basses qui, selon le déclin rapide ou long, peuvent aboutir à la maladie. Une deuxième étude, donc elle illustre également les différentes trajectoires aboutissant à la BPCO et il précise le rôle des facteurs inépuraux et les infections respiratoires, notamment les bronchiolites, dans l'apparition de la maladie. Donc on peut dire que la BPCO n'est pas uniquement une maladie de l'adulte tabagique. Pour le diagnostic, donc concernant le diagnostic positif, il n'y a pas beaucoup de changements, donc c'est toujours devant des symptômes respiratoires persistants associés à des facteurs de risque qu'on vient de voir. Donc une spirométrie s'avère nécessaire pour affirmer le diagnostic. L'intérêt de la spirométrie, là il y a des nouveautés, donc elle garde toujours son intérêt pour le diagnostic positif, c'est devant un
positif non qui est inférieur à 0,7 en bronchodilatation. Elle a un intérêt pour évaluer la sévérité de l'obstruction bronchique. C'est un élément pronostique parmi d'autres dans l'index de Vogt. Et la nouveauté, c'est qu'elle permet de décider un traitement, là c'est non pharmacologique, pas le traitement pharmacologique. Et son intérêt dans le dépistage, elle reste controversée. Donc, chez des patients qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas d'exposition à des facteurs de risque, donc la spirométrie n'a pas de rôle de dépistage. Par contre, en présence de symptômes ou de facteurs de risque, là, la spirométrie devrait être considérée comme une méthode de dépistage précoce. Donc, une fois le diagnostic positif, on a posé le diagnostic de la BPCO, on doit évaluer la maladie en totalité. L'évaluation, ça passe par l'évaluation de la sévérité de l'obstruction, son impact clinique, le risque futur d'exacerbation, d'hospitalisation ou de décès. Il ne faut pas oublier d'évaluer les comorbidités. Pour la sévérité de l'obstruction, c'est toujours les stades de Gold. Donc le Gold 1, devant un VMS supérieur à 80%, c'est une obstruction dite légère. Elle est modérée si le VMS est entre 50 et 80%, sévère entre 30 et 49%, et très sévère, le Gold 4, si le VMS est inférieur à 30%. L'impact sur l'état de santé, ça commence par l'impact par les symptômes, l'impact clinique. Et le principal symptôme, c'est la dyspnée. Elle est évaluée par l'échelle MMRC en 5 stades, allant du stade 0 au stade 4, selon le degré d'essoufflement du patient durant les activités quotidiennes. La qualité de vie, c'est un autre élément qui est très important pour évaluer l'impact de la maladie. Il y a différents questionnaires allant de plus complexe au plus simple. Donc le plus simple à utiliser, c'est le CAT, qui est même traduit en arabe. Donc, après l'évaluation de l'impact clinique, la nouvelle classification, selon le GOL 2017, a un intérêt, donc elle se limite juste aux éléments cliniques, les symptômes et l'impact sur et le risque des exacerbations. Donc, les patients qui sont peu symptomatiques, qui font moins d'exacerbations, qui ne nécessitaient pas d'hospitalisation dans l'année précédente, sont classés stade A. S'ils sont plus symptomatiques, c'est la classe B. Si les patients font plus d'exacerbations, plus de 2, ou bien plus d'une exacerbation nécessitant une hospitalisation, s'ils sont peu symptomatiques, c'est la classe C. S'ils présentent plus de symptômes, c'est la classe D. Il faut dire que cette classification a été révisée, donc ça va nous simplifier la prise en charge des patients et peut-être appliquer, quelles que soient les situations, en hospitalier, en urgence ou bien en consultation. Et on voit très bien l'absence de la certification GOLD, donc on n'a pas besoin des résultats de spirométrie pour modifier le traitement. Cette classification, elle a un intérêt thérapeutique pharmacologique. Donc, si on veut résumer, une fois le diagnostic est posé, on doit évaluer le degré de l'obstruction et la classification des malades, c'est selon leur impact clinique et le risque futur d'exacerbation. Il ne faut pas oublier d'évaluer les comorbidités. Certains ils partagent le même facteur de risque que la maladie en elle-même, comme les maladies cardiovasculaires et le cancer du poumon. Il doit aussi évaluer le syndrome, rechercher un syndrome d'apnée de sommeil, un état d'anxiété et de pression, des atteintes métaboliques ou un diabète associé et l'ostéoporose. Et il faut dire que ces comorbidités doivent être prises en charge par des spécialistes selon la plainte et leur traitement n'interfère pas avec le traitement de la maladie. La nouveauté dans le GOLD 2017, c'est le dépistage, c'est le dosage systématique de l'alpha-1 antitrypsine chez tout patient BPCO, quel que soit son âge. Et l'évaluation, ça se termine par une évaluation pronostique et prédit le risque de mortalité.
Cette évaluation, en plus de degré de l'obstruction des voies aériennes évaluée par l'EMS, elle évalue l'état nutritionnel par l'indice de masse corporelle, la dyspnée par l'échelle MMRC et la performance à l'exercice par le test de marche de 6 minutes. Donc pour le traitement, quelles sont les actualités? Donc selon le DOL 2017, les objectifs de traitement, c'est d'abord de réduire les symptômes, ça veut dire soulager la dyspnée, améliorer la tolérance à l'exercice et améliorer la qualité de vie. Ainsi de réduire le risque par prévention, prévenir la progression de la maladie, mais on verra que pour atteindre cet objectif, donc il n'y a qu'un seul moyen, c'est le sevrage tabagique, c'est le seul qui est capable d'arrêter la progression de la maladie, prévenir et traiter les exacerbations et réduire la mortalité. Donc il y a toujours les moyens, il y a le traitement pharmacologique et non pharmacologique. Le traitement pharmacologique, il y a 2 médicaments, donc les plus importants, c'est les bronchodilatateurs associés ou non à des corticoïdes inhalés. La liste des médicaments ainsi que les associations, je pense qu'elle est connue, on ne va pas la détailler. Mais le choix de la classe thérapeutique parmi ces différentes molécules, ça dépend de la disponibilité du médicament sur le marché, son coût, son efficacité pour le patient et aussi ses préférences. Pour les indications, donc ça c'est tout l'intérêt de la nouvelle classification, donc ça dépend de l'impact clinique et du risque des exacerbations. Pour les patients qui sont peu exacerbateurs et peu symptomatiques, donc on peut commencer par un bronchodilatateur et selon l'évaluation sur l'effet du médicament, on peut soit arrêter, continuer ou même changer la classe thérapeutique. Pour la classe B, ce sont des patients qui sont très symptomatiques et qui ont moins d'exacerbations. On peut commencer par un bronchodilatateur de longue durée d'action, mais ici on voit qu'il n'y a pas de préférence d'une classe par rapport à l'autre. Donc on peut commencer par un anticholinergique ou un bronchodilatateur de longue durée d'action bêta-mimétique. Et si les symptômes persistent, donc c'est toute l'indication d'associer les médicaments, donc c'est une bithérapie. Mais ici, il faut faire attention chez ces patients de cette classe, il faut évaluer les comorbidités et rechercher une autre cause de la dyspnée, et notamment cardiovasculaire. Pour la classe C, ce sont des patients peu symptomatiques, mais ils font plus d'exacerbations. Et là, si on a commencé par un seul bronchodilatateur, ça doit être un anticholinergique, vu son effet sur la prévention des exacerbations. Si les exacerbations persistent, donc c'est l'association de 2 bronchodilatateurs qui est préférable. Un autre choix, mais qui n'est pas favorisé par le GOL, c'est l'association bronchodilatateur corticothérapie inhalée, probablement par le risque de pneumonie due à la corticothérapie. Là, les patients qui sont dits sévères, c'est-à-dire qu'ils font plus d'exacerbations, sont très symptomatiques. Donc les choses vont se compliquer un petit peu, il y a beaucoup de flèches. Si on commence par une double association, c'est la bithérapie, anticholinergique, bêta-mimétique en longue durée d'action. Si on a à commencer par un seul bronchodilatateur, ça doit être un anticholinergique pour les mêmes raisons citées. Et chez les patients qui ont une composante asthmatique associée, le syndrome d'overlap, ou s'il y a une hyperéosinophilie, donc c'est l'association bronchodilatateur bêta-mimétique corticothérapie qui est préférable chez ces patients. Et si les exacerbations persistent, donc c'est l'indication d'une trithérapie. Et fonction toujours l'évaluation, le suivi du patient, si les exacerbations persistent, on peut ajouter le roflumédate chez les patients qui ont une obstruction sévère des bronchites chroniques, mais toujours dans les pays où il existe. Ou bien on peut associer à la trithérapie un macrolide. L'azithromycine, c'est la molécule la plus étudiée, mais là il faut faire attention au risque d'émergence des résistances et des effets secondaires des macrolides. Donc, pour le moment, il
de BPCO. Cependant, les éosinophiles sanguins sont de plus en plus étudiés pour leur potentielle valeur prédictive de prédire le risque d'exacerbation à la réponse à la corticothérapie inhalée. Donc, dans une étude qui a porté sur 2300 patients, ils ont évalué le taux d'exacerbation chez deux groupes. Un groupe en arrêt de corticothérapie et un groupe sous corticoïde inhalé. Donc, ils ont conclu que le taux d'exacerbation était élevé chez les patients en arrêt de corticothérapie avec un risque relatif qui augmente avec l'augmentation du taux des éosinophiles sanguins. Et il y a d'autres études qui ont conclu au même résultat avec des taux de 300-400 éosinophiles. Dans le GOLD 2017, donc, il y a ce schéma de désescalade thérapeutique donc, pour arrêter la corticothérapie chez des patients donc, qui ont sous bithérapie bronchodilatateur corticoïde, selon le taux des éosinophiles sanguins. Si le taux est supérieur à 300, donc ce sont des patients à haut risque de faire des exacerbations, donc on doit continuer l'association. Si le taux est inférieur à 300, on a le droit d'arrêter la corticothérapie et garder le patient sous bithérapie double bronchodilatation. Pour les patients, la même chose pour les patients sous trithérapie. Si le taux est supérieur à 3 ou égal à 300, on garde le traitement, les corticoïdes. Et s'il est inférieur à 300, on peut arrêter les corticoïdes et garder le patient sous double bronchodilatation. Pour le traitement non pharmacologique, donc le premier pilier du traitement non pharmacologique, c'est le sevrage tabagique. Et en dehors du sevrage total et définitif, aucun traitement ne permet de modifier l'espoir naturel du déclin du BEMS. Le deuxième pilier, c'est l'éducation. Je pense que ça sort mal sur la diapo, mais cette étude, elle a évalué les erreurs de techniques, donc les techniques d'inhalation chez les patients, que ce soit asthmatique ou BPCO, et ils ont conclu que 40% des patients font au moins une erreur majeure de la technique d'inhalation. Donc il faut bien éduquer les patients à chaque consultation. La vaccination, donc la vaccination antigrippale, elle est indiquée chez tout patient BPCO. La vaccination antipneumococcique, donc elle est indiquée chez les BPCO, donc plus de 65 ans, et chez les jeunes qui ont un VMS bas ou des comorbidités associées. La réhabilitation respiratoire, indiquée chez tout patient BPCO présentant, malgré un traitement médicamenteux optimal, une dyspnée entraînant une diminution des activités physiques quotidiennes. Elle permet une réduction de la dyspnée, une amélioration de la qualité de vie, une diminution de l'handicap et une diminution du coût de la maladie. Pour les indications donc, du traitement non pharmacologique, le sevrage tabagique, l'activité physique et la vaccination sont indiqués dans tous les stades. Pour donc, la réhabilitation respiratoire, c'est à partir du stade B. L'oxygénothérapie, donc il n'y a pas de nouveauté, c'est toujours devant une hypoxémie qui est inférieure à 55 mm de mercure, une saturation inférieure à 80% ou une PaO2 qui est entre 55 et 60 avec une atteinte cardiaque, une hypertension pulmonaire ou une hyperpocitose. Donc l'objectif c'est atteindre une saturation qui est supérieure à 99% et l'évaluation a pour objectif donc d'évaluer l'indication et l'efficacité de l'oxygénothérapie. Donc elle reste le seul traitement ayant fait la preuve de son efficacité sur la survie des patients BPCO avec insuffisance respiratoire sévère et une hypertension pulmonaire par vasoconstriction. Pour la ventilation non assistée, c'est chez les patients qui gardent une hypercapnie après une exacerbation. Et donc il n'y a pas de nouveau là-dessus. La chirurgie chez les malades BPCO évoluée. Les résultats du traitement médical sont souvent limités et pour ces patients très sélectionnés, ce traitement peut être complété par soit une vulvectomie, une chirurgie de réduction de volume ou une transplantation pulmonaire. Donc je finis par vous dire que l'évolution de la BPCO est loin d'être achevée. Donc il faut évaluer l'impact de la fonction pulmonaire des enfants ou des
son rôle dans la genèse de la BPCO. Donc c'est une notion qui est très émergente. Et donc le dosage systématique de l'alpha-1 antitrypsine chez tout patient BPCO, quel que soit son âge. Et on doit évaluer aussi l'intérêt du dosage des isonophies circulants chez nos patients dans notre contexte. Et on finirait par vous dire que le GOL 2017, avec ces changements, il vise à traiter des patients et pas des spirométries. Je vous remercie. Quelle est l'utilité de l'imagerie en pratique clinique pour un pneumologue devant l'identification de l'emphysème et de part et d'autre les anciennes images de Netter qui distinguaient le blue blotter du pink puffer? Alors j'ai regardé finalement, je me suis dit, que dit l'HAS? L'HAS, elle ne dit pas grand-chose. Elle dit, en ce qui concerne au moment du diagnostic, il faut rechercher un cancer, une anomalie cardiaque, pulmonaire ou pleurale, et ça nécessite une radiographie du thorax systématique. Quand on sait à l'heure actuelle l'insuffisance de la radiographie du thorax pour dépister le cancer du poumon, quand on sait qu'elle est très insuffisante pour dépister l'hypertension veineuse, par exemple, on se dit que tout cela est bien faux. Idem, dans la surveillance de la BPCO, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on voit on dit que quand ça va mal, ben, on peut faire, alors il y a un peu de tout, on peut faire une oxymétrie et puis un cliché du thorax ou une TDR. Bref, rien n'est arrêté de façon définitive en tant qu'imagerie dans la BPCO. L'évolution, lors des complications, ça peut parfois donner une idée étiologique, on le verra, et puis bilan pré-thérapeutique, on n'aura pas le temps de le voir, hein, c'est le bilan pré-chirurgical, et parfois même j'aurais pu rajouter dans le dépistage de la BPCO que certains ont voulu coupler au dépistage du cancer bronchique, puisqu'il y a le même facteur de risque. Les techniques d'imagerie sont le cliché, le scanner avant toute chose. Eh bien, la radio standard, elle est très insuffisante et souvent décevante, puisqu'elle n'est ni sensible ni spécifique. Il faut savoir qu'elle peut être absolument normale, même quand on a un emphysème évolué. Elle peut être totalement trompeuse, parce que l'emphysème, par exemple, pousse le sang, s'il est au lobe inférieur, pousse le sang vers les lobes supérieurs, donnant des aspects d'intumescence ciliaire qui peuvent faire croire à un cancer ou autre. Et puis, bien sûr, parfois, il est évocatrice lorsqu'on se trouve devant un emphysème panlobulaire évolué. Voilà un panlobulaire évolué, tout le monde a fait le diagnostic, c'est très facile, le cœur est en goutte, il est distendu, les espaces intercostaux sont élargis, tout le monde est d'accord. On voit le scanner, c'est magnifique, on apprécie les gros délabrements parenchymateux d'aspect, mais regardez ce qu'on voit en plus. Qui l'avait vu sur le cliché standard? Petit adénocarcinome dans le... Donc on voit bien les insuffisances tout à fait tout de suite du cliché standard. Ce cliché qui nous avait été passé par Liliane, où on pourrait croire à tort un faux syndrome interstitiel, qui est un emphysème paraseptal très classique. Et vous vous souvenez de ce qu'on appelait le poumon sale, la bronchopathie, le BPCO bronchopathe, avec un poumon sale, avec un flou hilaire, l'épaississement des parois bronchiques, qui est bien sûr distendu. Mais regardez, lorsqu'on le voit en TDM, on voit qu'il y a des lésions d'emphysème très évoluées et que dans les bases, il y a une pathologie interstitielle de type PIC. C'est donc un syndrome emphysème fibrose que l'on ne pouvait absolument pas suspecter sur le cliché standard. Donc tout cela pour dire que notre cliché standard est battu en brèche, et quand on voit que l'HAS dit qu'il faut faire un cliché standard, ça nous laisse un petit peu perplexe. Alors finalement, actuellement, le scanner est l'examen de référence en pathologie thoracique, vous savez très bien, nous on le fait systématiquement dans toute BPCO, et je vais essayer de vous démontrer quelle est l'utilité de ce scanner. On fait un scanner simple, hein, inspiration, mais surtout, ne pas oublier des coupes à l'expiration qui sont fondamentales, vous verrez pourquoi. Le produit de contraste est fait à la demande, habituellement il n'y en a pas, sauf s'il y a découverte d'une anomalie. Et enfin, il peut y avoir le travail à la console, le NIP, etc., les reconstructions, tout cela, bien évidemment, se fait au cas par cas.
Alors, on va le voir, c'est d'abord au moment du diagnostic. Eh bien, au moment du diagnostic, on fait un bilan anatomique qui est qualitatif, et ça va nous montrer donc déjà des phénotypes. Il y a des patients avec un emphysème prédominant de type variable. Il y a des patients qui, par contre, ont une BPCO avec une atteinte bronchique prédominante. Parfois, c'est associé. Parfois, il y a des critères qui pourraient nous faire dire « Attention, ce patient est un futur exacerbateur ou un exacerbateur ». Il y a le déclineur, mais surtout, il y a la notion de BPCO complexe, et l'on verra que l'existence de bronchiectasie dans une BPCO est un argument de très mauvais pronostic, avec une mortalité nettement aggravée. Alors, le bilan qualitatif, je reviens juste un mot pour dire que je trouve que c'est un élément important pour décider le patient pour l'arrêt du tabac, parfois pour le motiver, voire des lésions d'emphysème. Parfois, dans les bilans de tabagisme, on trouve simplement la bronchiolite respiratoire du fumeur. Rien que ça peut être déjà un élément qui amène de la crainte et qui peut amener l'arrêt du tabagisme chez ces patients. Alors, on va voir les deux lésions essentielles de la BPCO, l'emphysème et le remodelage pariétal bronchique, qui sont associés parfois en proportion variable, il n'y a pas de règle fixe, et qui sont peut-être liés dans le temps, puisqu'il semble que, d'après le fameux papier sorti en 2011, que l'emphysème débuterait par une atteinte des bronchioles terminales et respiratoires, avec la perte de ces bronchioles et l'apparition de l'emphysème. La définition, elle est connue depuis le SIBA symposium il y a très longtemps, l'élargissement. Classiquement, c'est sans fibrose, et on verra qu'il y a des emphysèmes remaniés qui posent quelques problèmes de diagnostic. Il y a trois types, le centrolobulaire, le panlobulaire et le paraseptal. La bulle, c'est à part. Le centrolobulaire, vous le savez, c'est une zone de destruction au centre du lobule de Miller. Et donc, dans ce centrolobule, il y a l'artère centrolobulaire que l'on voit bien, qui existe là, habituellement sans paroi. On l'a plutôt en haut, et l'artère centrolobulaire est un élément important. Ce qui est important, c'est que lorsque cet emphysème va évoluer, la destruction du lobule est centrifuge. Donc, au bout d'un moment, ça part du centre du lobule, ça va vers la périphérie, et la périphérie, on a l'impression qu'elle est épaissie, parce qu'il y a des lambeaux de cloison alvéolaire, etc. Et on a un aspect presque interstitiel, qui sont en fait des lobules secondaires optiquement vides, dont on voit les cloisons. Voilà cet aspect très caractéristique de centrolobulaire évolué. Voilà un patient jeune, 32 ans. Regardez, on a le même aspect. Et puis, si on est comme il faut faire maintenant, les sujets ont déjà fait des scanners avant. Alors voilà un petit peu en plus fort grossissement. On voit bien, on a l'impression que tout ça est bien vide. Et puis, quand on regarde 6 ans avant, c'était une histiocytose qui donne un aspect volontiers trompeur. Souvenez-vous, emphysème, quand vous allez au scanner chez un fumeur de l'emphysème, pensez à histiocytose et regardez si ça ne peut pas être une histiocytose évoluée au stade de la dentelle. Il avait bien les nodules troués, quelques nodules troués encore, il y en a des denses, des nodules pleins. Voilà, c'était une histiocytose. Le panlobulaire, c'est autre chose. Habituellement, il y a un déficit en alpha-1 qui est associé, pas toujours. C'est des grandes plages de destruction parenchymateuse avec, il n'y a plus de vaisseau et tout est détruit. Bien sûr, on a des hernies du poumon, des hernies médiastinales. Le reste, le sang passe bien quelque part, dont le reste du parenchyme est dense. On a du verre dépoli physiologique, parce que le sang, par ailleurs, il n'est pas dans les zones emphysémateuses. Vous avez les signes classiques, quand vous mettez en sagittal, vous voyez bien les coupoles diaphragmatiques aplaties, le cœur en goutte, etc. Voilà un emphysème panlobulaire, vous voyez ces énormes destructions sans vaisseau. On voit bien toutes ces zones terriblement détruites. Le paraseptal, vous le savez, ce sont des petites bulles inférieures à 1 cm, sous-pleurales, et qui dit sous-pleurales dit qu'on les voit le long des cissures aussi. Il faut bien sûr penser qu'on les voit le long des cissures. C'est eux qui vont dégénérer en donnant des volumineuses bulles. Ça, c'est bien connu. La bulle, c'est supérieur à 1 cm, donc c'est facile. On verra là quelques complications propres.
Voilà des grosses dystrophies bulleuses au niveau du segment inférieur de la linula, ce qui est un siège classique. Ce que l'on voit souvent, c'est ça, c'est les emphysèmes qui s'associent entre eux. On a du pan, on a là du paraceptal et du centrolobulaire, on a du pan lobulaire et puis un petit peu de centron. Tout cela peut se mélanger chez le même patient et on conçoit bien évidemment l'intensification de la dyspnée chez le patient. Ça, c'est beaucoup plus difficile. On ne sait parfois pas très bien interpréter ces images. Est-ce qu'il y a de l'emphysème? Est-ce qu'il y a du paraceptal? Est-ce qu'il y a de l'interstition? On ne sait pas très bien si ça appartient à l'interstition. On dit parfois c'est de l'emphysème remanié. On voit bien qu'il y a un petit cancer là associé. Bien sûr, là, il y a peut-être du paracétal. Et ces lésions sont toujours très difficiles à interpréter chez nos patients. Vous avez vu dans plusieurs types d'emphysème, où il faut quand même, il est important pour nous de savoir si c'est du pan lobulaire, du centrolobulaire, de regarder tout ça. Le deuxième élément de la BPCO, c'est le remodelage de la paroi bronchique. Et alors là, il y a deux choses. Classiquement, la BPCO, ça touche les petites voies aériennes. Dans les petites voies aériennes, on ne les voit pas. On les voit un petit peu indirectement. Quand elles sont pleines, ça donne de la bronchiolite cellulaire. C'est les images en mimosa, entre guillemets, le poumon mosaïque ou surtout le piégeage expiratoire. C'est pour ça qu'il est fondamental de faire les coupes à l'expiration. Sinon, on ne voit pas l'atteinte des petites voies aériennes. Mais il faut savoir que la BPCO touche les voies aériennes proximales. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on admet que même l'épaississement pariétal proximal peut avoir une relation avec peut être corrélé avec l'importance de l'épaississement périphérique. Et puis il y a la tête trachéale que l'on va voir, à laquelle j'attache beaucoup d'importance. La déformation trachéale, la lame de sabre, tout ça c'est bien connu. Vous voyez, celle-là, on l'a montré 50 fois, elle est bien connue, c'est classique. Ce qui importe, c'est ça, c'est le C2VA, le collapsus dynamique excessif des voies aériennes. Ça explique que nos patients qui ont BPCO, qui ont une infection, une exacerbation, vont tousser des semaines et des mois. C'est absolument incroyable, et on voit bien que sur les coupes en expiration, regardez le magnifique trou intermédiaire. Le trou intermédiaire, c'est une trachée qui est dans le poumon, avec le cul plat. Et bien, regardez comment elle est. Regardez ce collapsus. Comment vous voulez qu'il évacue son arbre aérien? C'est impossible. Ça, c'est fondamental. Les BPCO qui ont ça ont une symptomatologie qui va traîner. Parfois, ils font de la kiné à lèvres pincées ou on les met sous VNI la nuit. Donc, on améliore le drainage grâce à la VNI nocturne chez ces gens-là. Ça, c'est très important à rechercher chez les patients atteints de BPCO. Mais vous voyez, ça touche les voies aériennes proximales. On n'en est pas encore à la maladie périphérique. Voilà l'épaississement proximal aussi, en dehors de la trachée. Eh bien, vous voyez, regardez une coupe normale, on le fait un petit peu à l'œil. Vous verrez que dans certains programmes, on a des programmes qui peuvent le mesurer, mais globalement, nous, on le fait à l'œil. On voit bien que cette bronche, la paroi, est nettement plus épaissie que celle-ci. Il y a un épaississement très important. Et là, vous savez que c'est un bronchopathe. Les bronchopathes sont plus accessibles au traitement que les emphysémateux. Un emphysémateux palobulaire, vous pouvez donner tous les bêta-2, la malara, etc. Tout, ça ne marchera jamais. Le bronchopathe, ça peut. Je crois que le niveau de preuve est de type B. Soyons modestes avec les médicaments. Vous voyez l'épaississement. Alors parfois, on s'aperçoit que l'épaississement, il n'est pas homogène. Là, c'est épaissi, là, ça n'est pas épaissi. Mais on voit très bien qu'il y a un épaississement de la paroi des bronches. Les signes d'accompagnement, eh bien, on peut avoir des petits diverticules. C'est un élément classique dans les BPCO évolués. C'est les petits hypodensités le long des axes aériens. Regardez cette grosse dystrophie bulleuse. Et puis l'autre élément, ce sont les bronchiectasies. C'est vraiment dramatique une BPCO, et vous devez vous le vivez bien évidemment, c'est très ennuyeux, et on a le pire, et on en voit pas mal, c'est les débronchectasiques avec les dyskinésies trachéobronchiques, avec le collapsus dynamique. Ils ont tout pour sécréter, ils ont tout pour empêcher que les sécrétions sortent.
Et eux, c'est vraiment très difficile. Et souvent, c'est très ennuyeux pour traiter ces patients-là. Alors, l'atteinte des petites voies aériennes, eh bien, c'est le siège de l'obstruction dans la BPCO. C'est bien la petite voie aérienne. Eh bien, on ne le voit pas directement. Donc, on va le voir lorsqu'on a un piégeage expiratoire. Donc, fondamental de faire des campagnes d'expiration. Alors, un segment comme le foulard, il est toujours piégé, lui. On voit toujours un segment hyper clair. C'est pas très intéressant. Mais il faut qu'il y ait plusieurs segments. Ce qui est intéressant, c'est les lobes. C'est les lobules, pardon, les lobules qui sont piégés. Ça, c'est très intéressant. Il faut qu'on le voit par rapport aux coupes respiratoires. Ça peut être physiologique, ça augmente avec l'âge du tabac. C'est pas spécifique, mais quand on a ça dans une BPCO, c'est quand même on voit les stigmates de la tête sur les petites voies aériennes. Voilà le patient, inspiration, expiration, vous voyez très bien des lobules piégés, des zones hypodenses par rapport au reste du parenchyme pulmonaire. Ça témoigne de l'atteinte sur les petites voies aériennes. L'atteinte sur les petites voies aériennes, c'est aussi la bronchiolite cellulaire, bien évidemment. En périphérie, les bronchioles terminales et respiratoires, elles peuvent se remplir de mucus que l'on retrouve dans les canaux alvéolaires. Et on a les images classiques de la bronchiolite cellulaire, avec l'arbre en bourgeon. Et puis parfois, l'obstruction bronchique, elle est déjà présente, on a un poumon en mosaïque. Certaines zones sont ventilées, d'autres ne sont pas ventilées. On voit bien qu'il y a des zones hypodenses là, par exemple. Je ne vois pas très bien, mais là, on a des zones hypodenses. C'est ce qu'on appelle un poumon en mosaïque. Donc, quand vous faites un scanner pour vos BPCO, vous regardez l'emphysème et vous regardez les bronches périphériques et proximales. Et avec ça, vous allez faire un état des lieux. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder le thorax distendu, le diaphragme qui s'inverse, des choses comme ça. Les modifications vasculaires qu'il y a dans l'emphysème, il n'y a pas de vaisseau. Mais surtout, regardez ça. Nous, pneumologues, on a un travail à faire. Nos BPCO meurent une fois sur deux par le cœur. Vous avez vu, nos insuffisants respirateurs, on les mène très loin, sous oxygène, puis sous VNI, on les amène loin, mais on s'aperçoit, dans les statistiques, ils meurent peut-être une fois sur deux sur le cœur. Et donc, quand on a un scanner, nous on demande un scanner on n'est pas cardiologue, on n'a rien à voir, on ne comprend rien au cœur. Mais voilà ce qu'il faut regarder. C'est les séquelles d'infarctus passé inaperçus et la petite zone hypodense sous-épicardique, c'est la dysplasie, sous-endocardie, pardon, c'est la dysplasie graisseuse, séquelle d'infarctus qui est passée inaperçue. Quand on voit ça, immédiatement chez le cardiologue, on sait, nos patients vont y passer. Quand on fait un grand bilan de BPCO, on a un bilan cardiaque, mais au scanner, déjà on a ça. Et le deuxième élément, c'est ça. Ce sont, voilà, l'IVA, ça c'est la circonflexe. Si on a des calcifications, ils meurent. Expérience personnelle, moi j'ai eu 2 patients stentés la semaine suivante de BPCO qui ne se plaignaient de rien. Bilan de BPCO, scanner, on découvre ça. Donc souvenez-vous, nous, pneumologues, on demande un scanner, l'emphysème, les bronches proximales périphériques et le cœur. Quand vous avez fait ça, vous avez fait un bilan complet, vous avez fait votre job. Et on a fait l'imagerie de la BPCO. Alors, bon, à Montpellier, il y a le scanner qui permet de faire des bilans quantitatifs et on peut apprécier l'épaississement de la paroi des bronches et de l'emphysème qui sont significativement corrélés à l'obstruction bronchique. Voilà, on fait la quantification de l'emphysème. Alors bien évidemment, rien ne dit que dans les 100 ans à venir, peut-être que tout patient passera là, on fera une quantification d'emphysème. C'est peut-être beaucoup plus précis que la spirométrie. Vous savez, comme moi, que certains patients ont un emphysème majeur et nous ont une spirométrie normale. Donc, voilà, on voit la quantification d'emphysème. Et on fait pareil au niveau, on fait une segmentation, on déroule la bronche et on peut faire dans des reconstructions perpendiculaires à la bronche où on mesure la surface, vous voyez, la surface de l'épaisseur, la lumière ou l'épaisseur même. Voilà, et on apprécie, on quantifie le remodelage pariétal bronchique. Juste un petit mot pour les exacerbateurs. On l'a vu dans la nouvelle classification Gold, on tient compte de ces gens-là qui ont un pronostic qui est aggravé, qui coûte cher à la société. Et vous savez comme moi qu'un des éléments essentiels prédictifs,
c'est l'exacerbation l'année précédente à l'exacerbation actuelle. Ça, c'est un élément important. Il y a le reflux, mais à moindre degré, la bronchite chronique. Eh bien, il a été montré en 2012, ça c'est peut-être intéressant, moi je regarde systématiquement, c'est le ratio entre l'artère pulmonaire et l'aorte. S'il est supérieur à 1 au niveau de la bifurcation, au niveau de la carène, serait prédictif d'exacerbation fréquente. Tous les autres éléments qui ont été considérés et finalement sont inférieurs aux facteurs cliniques pour prédire une exacerbation. Au moment du diagnostic, on a des BPCO bulleuses. Ça, c'est très particulier. Ça impose un profil évolutif particulier. Juste, souvenez-vous qu'il y a le syndrome fibrose emphysème, que l'on voit parfaitement bien sur les coupes sagittales. Les BPCO complexes, on en a parlé. Recherchez si vous avez des bronchectasies, parce que c'est un petit peu ennuyeux. On a un petit peu de temps encore, Madame la Présidente. 2 minutes, vous êtes dur à faire. L'évolution, elle est tout à fait variable. Juste, je voulais vous dire qu'il existe une forme particulière, le vanishing learn, on va passer la bulle. Ce sont des sujets jeunes qui font une transformation bulleuse de leur BPCO, qui débute aux bases, qui monte vers les sommets, qui va détruire les poumons. Ça peut être unilatéral. Il faut bien sûr enlever tout le poumon dans ce cas particulier. Les complications, je voudrais juste vous dire, souvenez-vous que les syndromes alvéolaires sont très particuliers chez le BPCO, puisque l'exsudat va se mettre dans les espaces non emphysémateux. Donc, on aura des aspects pseudo-rayons de miel, pseudo-cavités, etc. Et deuxièmement, vous le savez, les pneumopathies chez l'emphysémateux vont mettre énormément de temps pour se résorber. Et le poumon cardiaque, c'est pareil, si ce n'est qu'il est associé à une diminution de l'ampliation thoracique, c'est le premier signe. Voilà une pneumopathie pseudo-tumorale qui donne cette séquelle. Et voici un poumon cardiaque, première poussée, on voit bien qu'il y a de l'emphysème, première poussée d'hypertension veineuse, il va mieux et il fait un accident plus important il y a un an. Le nodule, il est très trompeur, c'est pareil, car le nodule, il se met où il peut. On a cette image qui avait été prise initialement pour une séquelle entre deux zones de dystrophie qui est devenue une volumineuse néoplasie avec un K et un C. La cancérisation de la bulle, ça existe, c'est des raretés. D'accord, la bulle, ça peut se remplir. Il avait la pneumopathie, il avait la bulle, puis il n'a plus la pneumopathie, il a la bulle pleine. Chez ces gens-là, on voit pas de l'autre, toujours des anomalies. Ça peut saigner, ça peut s'infecter, ça peut comprimer. Regardez ce patient, c'est très récent puisque le dernier scanner date de lundi. Voilà, dystrophie bulleuse majeure opérée de ce côté-là, majeure en 2008, 2011. Il fait une rupture de ce complexe bulleux et puis actuellement il réduit. Et si j'ai bien compris, on dit que dans ces choses-là, il faut toujours rechercher des aspergilloses chroniques, plus ou moins fibrosantes ou nécrosantes. Ce patient a 4 actes de précipitation vis-à-vis de l'aspergillus et on ne sait pas très bien quoi en faire. Voilà, juste pour vous dire, il me reste 2 mots, Madame la Présidente. Pensez à une étiologie. Les sujets jeunes qui fument du cannabis font parfois des grosses dystrophies bulleuses dans les sommets. Certains auteurs disent que non. Donc, et la cocaïne fait de l'emphysème. Deuxièmement, l'alpha-antitrypsine donne un emphysème palobulaire qui est associé bien souvent à des bronchectasies. Et vous allez avoir un cas, voilà, où on voit bien le magnifique palobulaire et il a des bronchectasies. Et dernier élément, c'est la dysplasie bronchopulmonaire du sujet adulte, puisque nous les voyons maintenant. Ils sont nés il y a 30 ans, 35 ans, on les voit maintenant. Ils font des tableaux, c'est un diagnostic différentiel, ils font des tableaux de BPCO entre guillemets, parce que souvent il y a une origine, avec des destructions majeures du poumon. Pour nous pneumologues, un message, une BPCO du sujet jeune, BPCO sévère, il faut chercher les toxicomanies et regarder les antécédents néonataux. Fondamental, s'il n'y a pas eu une prématurité, une ventilation, une maladie du membrane hyaline, etc. Voilà, j'ai donc terminé. C'est un peu comme la circulation à Casa. Hein.
s'y reconnaître parce que c'est un peu le bazar. L'apport de la radiologie, du scanner, permet de rectifier parfois le tir. Et surtout, est-ce qu'on est devant, dans la vraie vie, est-ce qu'on est devant un BPCO ou un ACO, un ACOS? Et là, il faut être sûr, si c'est vraiment une BPCO, on va donc donner la priorité à la bronchodilatation, la double bronchodilatation, voire à la trilogie, donc, etc. Mais si on est devant quelque chose qui n'est pas vraiment BPCO, on est dans la classe D de la classification ABCD, peut-être qu'on est devant un asthme un peu qui prend l'aspect du BPCO, et là c'est la corticothérapie. On sait qu'il y a des recommandations claires concernant la BPCO, comme dans le 17, et il y a des recommandations claires pour l'asthme. Quant à la cause, ce cadre nosologique est encore flou, et on le rencontre presque tous les jours. Ça, d'une part. D'autre part, une petite question concernant les bronchodilatateurs base du traitement de la BPCO. La BPCO apparaît généralement chez les plus de 40-50 ans, donc âge classique de faire apparaître l'adénome de prostate, le glaucome, etc. On est un petit peu ennuyé, est-ce que c'est une contre-indication absolue à donner les anticholinergiques chez les patients BPCO? Merci. Décrit, il n'y a pas de contre-indication claire pour ne pas donner des anticholinergiques chez les sujets âgés. Donc, s'il a un adénome, s'il a parfois ils vont le dire. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse claire. Par voie inhalée, par voie inhalée. Par voie inhalée, non pas de Véritablement, chez nos patients qui sont asthmatiques. Et finalement, on revient dessus et la période peuvent donner leur véritable consensus. Et pour la BPCO, je pense qu'il n'y a pas de décrit qui contre-indique la prise d'anticholinergique de sujets âgés avec Maintenant, il y a des patients qui vont mal le tolérer et il y en a d'autres à qui ça ne peut pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une question? C'est pas une question, mais c'est juste une réflexion. C'est que, en tant que pneumologue, en tout cas, personnellement, je pense que au contraire, on ne travaille pas suffisamment avec la radiologie chez les patients fumeurs, chez les BPCO. On ne l'utilise pas suffisamment pour mieux les connaître, les phénotyper, et donc mieux les traiter. Il faudrait faire probablement, pas une session, mais plusieurs sessions, beaucoup de sessions sur ces aspects-là de prise en charge des patients fumeurs. Moi j'ai une petite question, monsieur, concernant le sujet fumant, la cigarette, le cannabis et la cocaïne. Est-ce qu'il y a une différence sur le plan TDM, scanner? Au scanner, il semble que les gros fumeurs, nous on a eu quelques-uns, on a eu un qui a développé une histiocytose explosive alors c'est un type qui a 30 ans. Voilà en gros mon expérience dans le domaine. Est-ce que c'est vraiment... mais entre le narguilé et la BPCO, ça reste un grand point d'interrogation. Vous pouvez me répondre? C'est plus facile de faire un scanner à tout BPCO qu'ici, ça c'est sûr, mais on s'aperçoit que quand même la foule de renseignements donnés est bien sûr sans commune mesure entre un cliché du thorax et un scanner. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est comment il faut les suivre. Est-ce qu'il faut faire un cliché annuel? Est-ce qu'il faut faire un scanner tous les 5 ans? Il n'y a rien qui est écrit. Chacun fait un petit peu dans son coin son suivi. Si j'ai radio, je montre l'antisène, du distension, un cœur en boule, des coupes à la platine, tout ça, je crois que... Chirurgie thoracique qui ont eu un scanner systématique, entre 2 et 8% des sujets avaient un cancer. Donc là, ça reste Donc, dépistage du cancer. Oui, enfin, c'est un élément, moi je trouve que les fumeurs, nous on a des patients qui viennent pour faire le bilan de leur tabagisme. Et découvrir une lésion anatomique, je crois que c'est un élément important pour certains
Parce qu'il n'attendait que ça pour arrêter. Mais bien évidemment, rien n'est arrêté définitivement. C'est la dernière. Je vais jeter un pavé dans la mare. Mounia, j'allais jeter un pavé dans la mare. Sorti du contexte marocain, il ne faut pas oublier que l'IRM, dans les applications thoraciques, se développe. Ce qui l'a motivé, c'est bien entendu la mucoviscidose et le contrôle qu'on fait de manière itérative chez ces gens-là, donc avec le développement de séquences qui ressemblent anatomiquement aux coupes scanographiques et de plus en plus, qu'on fait en apnée très rapidement, et qui pourraient avoir leur application aussi dans le diagnostic, dans le dépistage des phénomènes inflammatoires en cas d'acutisation et dans le suivi de manière non invasive. Mais c'est le lieu du débat pour parler d'une technique qui est en plein essor et dont j'allais dire, l'élément accélérateur, c'est l'enfant essentiellement dans la mucoviscidose. Ok, merci. Donc je remercie tous les orateurs qui ont intervenu cette matinée et je remercie l'assistance aussi. Et je vais se présenter dans cette podium. En respiratoire, c'est le RELVAR en fait. Donc, comme vous savez, la problème technique, j'arrive pas à parler les slides. Le RELVAR, c'est une nouvelle association en fait, furoate-fluticasone, c'est un cortico, donc c'est la corticostéroïde inhalée, et un bronchodilatateur longue durée d'action, c'est le vilanterol. C'est une nouvelle association furoate-fluticasone et vilanterol. Le RELVAR est administré par un nouveau dispositif qui est l'Ellipta, une fois par jour. Donc, l'avantage d'une monoprise par jour, il est indiqué dans l'asthme et la BPCO. Donc, le RELVAR, l'association du RELVAR, le furoate-fluticasone, c'est un corticoïde qui a comme grand avantage donc, une grande affinité au récepteur glucocorticoïde. Malheureusement, on n'a pas donc, les slides devant moi. Donc, grande affinité au récepteur glucocorticoïde en comparaison avec le furoate-fluticasone, le beclométasone ou d'autres corticoïdes. Non seulement une grande affinité au récepteur glucocorticoïde, mais aussi une grande donc, occupation, une grande interaction avec les récepteurs comme on voit sur l'image donc à rayon X. Quant au vilanterol, le vilanterol, donc il a une sélectivité qui est similaire au récepteur bêta 2 et une exposition systémique réduite, donc il n'y a pas de métabolique toxique avec une durée d'action qui est 2 fois plus importante à celle du salmétérol et un délai d'action qui est rapide, normalement à 3 minutes en comparaison avec le salmétérol qui est 8 minutes avec une puissance similaire à celle du formétérol et meilleure que celle du salmétérol et l'indacatérol. Donc, quand est-ce que le RELVAR est indiqué? Le RELVAR en fait est indiqué pour tous les patients asthmatiques qui ne sont pas contrôlés sous la corticothérapie inhalée seule. Donc, quand vous jugez que, c'est-à-dire c'est le step donc, 3 de GINA, quand le patient n'est pas contrôlé sous corticothérapie inhalée seule, donc vous pouvez donner le RELVAR, les dosages c'est le 100 ou le 200 en fonction de la symptomatologie de l'asthme, en fonction de la sévérité. Vous pouvez augmenter, donc c'est le step up ou le step down en fonction donc de la symptomatologie. Pour la BPCO, le RELVAR, en fait, on a l'AMM seulement pour le dosage de 100. Le RELVAR donc, permet 24 heures d'efficacité continue à partir d'une dose quotidienne, et cela dans une étude multicentrique randomisée en double aveugle chez 609 patients asthmatiques, donc, dont l'objectif était comparer l'efficacité du RELVAR, l'association furoate-fluticasone vilanterol avec le furoate-fluticasone seul et le placebo. Donc, à la fin, on a conclu que le RELVAR, donc une dose quotidienne, permet d'avoir une efficacité, une amélioration de la fonction pulmonaire des patients asthmatiques, et cela bien sûr avec une amélioration du VMS quotidien. Dans une autre étude, et cette fois pour évaluer la qualité de vie des patients asthmatiques chez 809 patients asthmatiques, c'est toujours une étude multicentrique randomisée en double aveugle.
on a utilisé l'Asthma Quality of Life comme questionnaire et il s'est avéré que 46 patients ressentent une amélioration en utilisant le RELVAR une fois par jour en comparaison avec l'association pour fluticasone et salmétérol à 38%. On ne peut pas parler d'une efficacité d'un produit sans parler évidemment de la tolérance. Et là, je vous dis qu'il n'y a pas un effet secondaire qui est spécifique au RELVAR. Le profil de tolérance est le même que celui du Sérétide et cela évalué sur une période de 76 semaines chez plus que 14 000 patients. Le bénéfice du patient, c'est un dispositif qui est très facile à utiliser. Donc, en ajoutant l'avantage de l'association, de la nouvelle association furatluticasone et vilanterol, on a un dispositif qui est très facile à utiliser. Il repose sur une nouvelle technologie des deux bandes qui augmente la flexibilité. Il augmente aussi la facilité d'utilisation du dispositif. Il suffit d'ouvrir le couvercle, inspirer. Donc, même avec un faible débit inspiratoire, on arrive à avoir toute la dose nécessaire. Donc, pour évaluer les erreurs d'utilisation du RELVAR, une étude a été réalisée chez les patients asthmatiques durant 4 semaines. On leur a montré la manière d'utiliser le dispositif et à la fin, on a évalué, comme vous voyez, 99,6% des patients asthmatiques savaient utiliser correctement le dispositif Ellipta et seulement 0,4% des patients asthmatiques à la fin des 4 semaines avaient des erreurs d'utilisation. Une autre étude est cette fois au Japon chez des patients volontaires qui ne sont pas asthmatiques, ils n'ont jamais utilisé un dispositif et on leur a donné le discus, le turbo-alerte Ellipta et on leur a donné seulement les instructions, ils avaient le droit juste de lire les notices sans aucune démonstration et à la fin de la 4e semaine, avec l'Ellipta, il y avait le moins d'erreurs d'utilisation en comparaison avec le discus et avec le turbo-alerte. Donc, comme vous savez, c'est difficile c'est avec tout l'effort fourni avec le corps médical, paramédical, l'arsenal thérapeutique qui existe sur le marché, il existe plusieurs patients asthmatiques qui ne sont pas contrôlés. Donc, l'arrivée d'un produit qui donne la monoprise, un dispositif facile à utiliser, peut augmenter l'observance des patients asthmatiques et bien sûr arriver aux objectifs qui est le contrôle total de l'asthme. Et je vous remercie. Si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, on va lever la séance et on va déjeuner. Je ne sais pas où.